Yo les gens, c'est Enzo de la chaîne Les Rebuts du Catch et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format. On se retrouve pour le top 17 de mes catcheurs de l'année. Tout comme Cody, j'ai décidé de faire mon top 17 par rapport à mon âge, 17 ans cette année, de mes catcheurs de l'année. C'est un top totalement subjectif, c'est un top qui joue énormément sur l'influence que les catcheurs ont eu par rapport à moi et sur l'investissement que j'ai eu par rapport à eux. C'est important de le noter, c'est pas comme Cody où les win-lose comptent beaucoup et par exemple s'il y a eu un titre, ça compte beaucoup. C'est aussi un nouveau format comme vous pouvez le voir parce que c'est une voix off. On se rapproche un peu plus de l'histoire d'un rebut. En parlant de ça, l'histoire d'un rebut revient très bientôt. Mais pour commencer ce top 17, j'ai décidé de parler de quelques mentions honorables. Je vais vous faire 7 mentions honorables maintenant, puis je commencerai mon top. Et arrivé juste avant le top 3, j'ai prévu 3 grandes mentions honorables attribuées pour cette année. On commence direct avec les quelques mentions honorables que j'ai prévues. 7 mentions honorables. On commence avec Biggie. Biggie qui a réussi, après Extreme Rules, à se reconstruire tout seul. Après un Xavier Woods blessé et un Kofi Kingston qui s'est mis en retrait. Biggie a vraiment réussi à devenir un point central de la mid-card en devenant solo. Après une rivalité très très cool face à Sheamus, il a réussi à nous transmettre beaucoup d'émotions quand celui-ci a été annoncé qu'il était séparé du New Day lors de la draft. Pour moi, Biggie est sûrement un des plus gros projets de l'année 2021 et on va attendre ça avec impatience. C'est pour ça que je ne peux pas le mettre dans mon top 17, mais que j'ai décidé d'en le mettre dans la mention honorable. Dans la mention honorable aussi, il y a aussi des personnes de la AEW. J'ai décidé d'en mettre 3 en tout. Il y a d'abord Orange Cassidy. Orange Cassidy pour moi a prouvé que le comedy wrestling avait aussi sa part de in-ring, avait aussi les talents. Moi je prends souvent l'exemple de Ravage. Ravage qui est quand même un super talent in-ring malgré le comedy wrestling qui est très souvent exposé. Orange Cassidy a réussi à mettre son comedy wrestling de côté pour se concentrer un peu plus sur le in-ring tout en restant marrant. C'est exactement ce qu'il a fait face à Phoenix juste avant Double or Nothing 2020 pendant un épisode du Dynamite. C'est ce qu'il a fait encore et encore face à Pac en début d'année. C'est vraiment un catcheur qui m'a plu cette année. Je suis persuadé qu'il peut devenir un très très grand catcheur de All Elite très prochainement. FTR sont aussi des mentions honorables pour ma part. FTR ont réussi à m'intriguer dans cette division tag qui était très bonne, je l'avoue, mais qui m'a parfois un peu lâché. FTR ont réussi à prendre les titres à Adam Page et Kenny Omega lors de All Out pour ensuite les redonner aux Young Bucks lors du dernier show, le show Full Gear, dans un match incroyable. FTR, je ne pouvais pas passer à côté d'eux dans ces mentions honorables, mais malheureusement, il n'y a pas de place pour eux dans mon top 17, mais ils mériteront sûrement cette place lors de l'année 2021. On repart du côté de chez WWE avec un catcheur qui a fait son début d'année chez WWE à NXT pour ensuite passer au main roster. Il a commencé son année en étant champion tag team à NXT Portland avec Pete Dunne, c'est Matt Riddle. Il a réussi à créer un truc autour de Pete Dunne et lui-même avec un délire totalement assumé de la part de WWE. Puis c'est Timothy Thatcher qui a remplacé Pete Dunne après le Covid. Mais Matt Riddle a réussi quand même, après une rivalité avec Thatcher, après une perte de titre un peu bizarre face à Imperium, il a réussi à créer un programme superbe avec Thatcher. Il a réussi à passer au roster principal, à devenir intéressant malgré tout, je trouve, même si il n'y est pas le plus intéressant. Moi je voulais le voir gagner le triple menace de la semaine dernière et j'espère clairement que Matt Riddle aura une année 2021 comme il la mérite parce que c'est un catcheur qui fonctionne énormément avec le style WWE. Et on va du côté de son pote qui a un peu le même parcours, c'est Keith Lee. Il commence le début d'année en tant que North American Champion avec un match contre Dijak qui est super chouette. Ensuite une rivalité avec Damien Priest qui est un peu moins bien, je peux l'avouer, j'ai pas beaucoup aimé leur match. Mais Keith Lee a réussi à créer quelque chose autour de lui, il a réussi à créer une pop malgré ce Covid qui ne l'a pas du tout aidé. Lui-même en interview a déclaré que le Covid c'est quelque chose de compliqué, de catcher dans des salles vides. Mais Keith Lee a réussi, il est devenu champion, double champion face à Adam Cole, mais malheureusement après c'est là que tout s'est effondré pour moi avec cette défense de titre lamentable face à Karrion Kross où il perd le titre, puis ce passage au main roster assez désastreux où vraiment on sent l'envie de le mettre au main roster mais on sent pas l'envie derrière d'écrire quelque chose de solide, changement de musique, changement de gear.
changement de beaucoup de choses pour Kesley. Malheureusement, j'espère vraiment que l'année 2021 sera cool pour lui. Malheureusement, j'ai très peur du futur de Kesley, mais il est quand même à noter pour cette année. On reste du côté de All Elite et c'est MJF, un mec que j'aimais pas du tout l'année dernière, que j'ai pas aimé en début d'année, et pourtant il est là, il a réussi à se retrouver dans les mentions honorables de cette année, dans mes catcheurs de l'année. Je l'ai trouvé hyper pertinent, son match contre Moxley était vraiment très chouette, son match contre Jungle Boy est un de mes préférés chez All Elite. Il a réussi à créer quelque chose autour de lui, il est marrant, il est un heel, on aime le détester. C'est un superbe catcheur. MJF pour moi a un très 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 grand futur devant lui. Futur champion All Elite. Et pour le dernier, c'est un groupe que j'ai choisi de mettre dans ses mentions honorables et c'est le Hurt Business. Ça a commencé très très mal pour Bobby Lashley, pour MVP cette année. Ils ont commencé en milieu d'année avec une rivalité avec Apollo Crews qui m'a pas vraiment plu, où il reprend le titre US. Bobby Lashley a eu lui une chance pour le titre WWE contre Drew McIntyre qui était très banal, un match très banal. Ils m'ont pas forcément plu jusqu'au moment où Shelton Benjamin les ont rejoints, au moment où Cedric Alexander les ont rejoints. Et là, c'est devenu intéressant. Ils sont devenus des vrais piliers d'Euro. Ils sont stylés, ils sont classe, ils sont charismatiques. MVP en dehors du ring est très très intéressant. Bobby Lashley fait un très bon champion et je pense que Shelton Benjamin et Cedric Alexander peuvent devenir des très 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 bons champions tag et on peut avoir des sacrés classiques entre eux avec New Day. J'espère sincèrement avoir New Day contre le Hurt Business à Chelsea dans un Chelsea match. Ça serait totalement mérité pour nous et totalement mérité pour eux, dont Cedric Alexander pour qui j'ai une grosse pensée. On commence mon top 17 et la 17e place est réservée au Ring General. Walter, il a été le top 1 l'année dernière. Sincèrement, pour moi, Walter était le top 1. Il a beaucoup baissé cette année, mais tout s'explique avec une chose, le Covid étant le pilier de cette division NXT UK. Walter n'avait pas sa place cette année car NXT UK avait été arrêté. Speaking out, Covid, c'était très compliqué de redémarrer NXT UK. Pourtant, ils l'ont fait. Pourtant, ils l'ont créé. Ils ont créé quelque chose entre Walter et Ilya Dragunov. Le match a eu lieu. Le match est un des meilleurs de l'année. Juste avant, il y avait eu un match tag pour donner envie entre Walter, Alexander Wolf contre Ilya Dragunov et Pete Dunne qui était aussi très très bien. Walter a su quand même prouver qu'il avait cette place de gros catcheur. Il était clairement le top 1 en Europe malgré le peu de matchs et ça m'attriste un peu de le mettre aussi haut dans mon top 17, mais malheureusement Covid oblige, c'est très très compliqué de mettre Walter un peu plus haut comme le 16e, mais ça on va revenir juste avant. Il y a aussi le début d'année de Walter qui est très important avec ce début d'année très très chouette autour d'Undisputed Era malgré un match contre Joe Coffey très très moyen du côté de NXT TakeOver Blackpool 2. Le top 16, comme je vous l'ai dit, très compliqué de le mettre plus haut. Il était aussi dans mon top 3 l'année dernière, c'est Pete Dunne. Toujours le même problème, bloqué en Angleterre avec sa famille à cause du Covid. Pete Dunne a quand même réussi à revenir en Amérique, à créer quelque chose d'abord à NXT UK, puis à revenir en Amérique. Il a quand même été champion tag en début d'année avec Matt Riddle dans un programme très très intéressant entre les deux, avec cette Dusty Road Classics gagné par les deux. C'est quand même la base de tout ça. C'est Pete Dunne et Matt Riddle qui gagnent la Dusty Road Tag Team Classics. Et il a réussi à être champion. Malheureusement, tout s'est stoppé quand il a dû rentrer en Angleterre et rester bloqué en Angleterre. Pete Dunne a quand même réussi à revenir en Amérique il n'y a pas très longtemps pour rejoindre Pat McAfee, Danny Burch et Oney Lorcan. Et Wargame a prouvé encore une fois que Pete Dunne était un catcheur incroyable. Il aurait peut-être mérité de monter de quelques places grâce à ce Wargame, grâce à tout le programme qu'il a, parce qu'il a clairement été l'homme du match avec Kyle O'Reilly. Mais j'ai décidé de le laisser à cette place pour être le plus honnête possible sur l'année et pas me fier à la semaine qui vient de se passer. Voilà pourquoi Pete Dunne est 16e. A l'instar des deux autres, Daniel Bryan, mon top 15, a réussi aussi à faire une très très bonne année malgré le Covid.
Daniel Bryan a commencé son année avec The Fiend, avec une super rivalité avec The Fiend, où il est revenu un peu en mode American Dragon, un peu comme le Daniel Bryan indie, en ayant les cheveux coupés, en venant aider The Miz face à Fiend. Rivalité très chouette autour de ça. Puis Daniel Bryan s'est concentré sur Drew Gulak, qui de base ils étaient ennemis puis sont devenus potes. Il y a eu vraiment quelque chose de très cool qui a été fait entre eux, surtout le match à Elimination Chamber entre les deux. Bryan s'est concentré ensuite sur une rivalité avec Sami Zayn, qui était pas forcément de la plus nulle, mais malheureusement Sami Zayn, qui faisait de l'anti-catch tout le long du match à WrestleMania, a ralenti la chose. Puis Sami Zayn a décidé de ne plus venir pendant le Covid chez WWE, ce qui a engendré beaucoup de complications. Bryan a eu une année quand même très creuse. Lui a aussi voulu prendre un peu de pause de son côté pour ses enfants, pour sa femme, ce qui est totalement compréhensible. Bryan l'a clairement dit dans une interview très récemment, ça sera bientôt son dernier run et il y aura plus beaucoup de runs de Bryan. Et pour moi 2021 doit être son année. Pour moi il doit partir, s'il doit partir pendant l'année 2021, il doit partir en étant champion. Son dernier run serait totalement mérité. Daniel Bryan ensuite est parti sur un programme avec le titre intercontinental, avec AJ Styles, avec ce tournoi autour du titre qui était très chouette, avec une finale avec AJ Styles très chouette. Puis Daniel Bryan s'est retiré petit à petit. Il est revenu il y a pas longtemps à SmackDown au Thunderdome, où il est parti sur une mini rivalité entre Reigns, Jey Uso, donc voilà, et les plans parleraient d'un Daniel Bryan contre Roman Reigns au Royal Rumble 2021. On attend ça avec attente, avec grosse attente du côté de ma part. Bryan, qui malheureusement était un de mes top catcheurs l'année dernière, a aussi remonté, mais on le met dans cette place malgré tout, malgré son absence et malgré ses programmes peu intéressants, comme par exemple Sami Zayn. Mon top 14 est Rhea Ripley. Effectivement, les femmes sont aussi comptées dans mon top catcheuse de l'année. Pour moi, j'englobe tous les lutteurs de l'année et Rhea Ripley méritait totalement cette place de 14e. Rhea Ripley a fait une année superbe avec des programmes très intéressants. Le premier étant avec Charlotte. Elle bat Bianca Belair à NXT TakeOver Portland. Charlotte, qui venait de gagner le Rumble un mois avant, est venue accepter son défi. Parce que Rhea Ripley, pendant Raw, avait lancé un défi à Charlotte. C'était superbe. WrestleMania 35, Rhea Ripley, Charlotte, un vrai match de catcheuse. Rhea Ripley a su montrer qu'elle était badass tout en étant une vraie catcheuse féminine avec ce style de catcheuse féminine. Charlotte a encore montré une fois qu'elle était de Queen et qu'elle avait réussi à mettre en avant Rhea Ripley même en lui prenant le titre. Tout ça s'est terminé à NXT In Your House dans un super triple menace entre Charlotte et Yoshirai et Rhea Ripley. Rhea Ripley, après la victoire de Yoshirai, a pris son recul, mais elle est quand même restée. Elle a fait un super match par exemple face à Dakota Kai lors d'une weekly de NXT pour déterminer la challengeuse à Yoshirai, que Dakota Kai a gagné grâce à Mercedes Martinez qui était venue embêter Rhea Ripley. S'ensuit un programme entre Mercedes Martinez, quand même la top star indie, contre la top star VVE, Rhea Ripley. Une storyline qui était vraiment très chouette. On aurait pu s'attendre à mieux, mais c'était quand même très bien. Puis Rhea Ripley termine son année avec un match contre Yoshirai où on se dit c'est la fin, elle va quitter NXT, et pas vraiment, parce qu'elle revient, elle fait le Wargame où elle explose beaucoup de choses dans le Wargame. Elle est la badass. Elle a un face-à-face contre Raquel Gonzalez, que ce soit lors de NXT Halloween Havoc ou lors de ce Wargame qui est vraiment très intéressant. Pour moi, Rhea Ripley est toujours une pionnière du catch féminin à NXT et doit soit rester à NXT, soit passer dans le roster principal. Mais tout ce que je sais, c'est que 2021 doit être son année et qu'elle doit remporter un titre en 2021. Top 13, Seth Rollins. Pour moi, Seth Rollins s'est réinventé comme il ne l'a jamais fait. Déjà avec un programme sur une très longue durée. Tout commence en décembre avec AOP où clairement Rollins turn du jour au lendemain contre Kevin Owens. Tout ça emmène à une storyline et surtout un match à WrestleMania 35 où Rollins se cherche, où Rollins crée un personnage dark, un personnage de Messiah. Et c'est là que Rollins arrive à capitaliser tout au long de l'année sur un personnage de Messiah, que ce soit face à la famille Mysterio, que ce soit face à Kevin Owens, que ce soit face à n'importe qui. Il arrive à capitaliser sur son personnage qui est incroyable. Il bat Mysterio à plusieurs reprises dans une longue rivalité, une rivalité à long terme où Murphy est mêlé
où tout le monde est un peu mêlé. C'est vraiment très très intéressant comme storyline. Il affronte aussi Drew McIntyre en tant que challenger, peut-être trop tôt avec cette nouvelle gimmick. Par exemple, faire affronter McIntyre maintenant serait peut-être plus légitime qu'il y a quelques mois où il venait seulement de débuter avec sa nouvelle gimmick. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Rollins n'en a pas terminé avec cette gimmick. En tout cas, j'espère pas. Il y a des rumeurs comme quoi il aurait pu avoir terminé. J'espère pas, on lui félicite, il vient de devenir papa il y a quelques jours de ça, on le félicite pour sa fille Roux, si je me trompe pas, ça doit être ça, c'est sa fille. Donc voilà, on félicite Seth Rollins et Becky Lynch qui ont fait les deux une année, surtout Seth Rollins, on espère le revoir très très rapidement avec un retour au Rumble, ça serait plutôt chouette de la part de Rollins. On passe au top 12. Le top 12, c'est Kenny Omega. Kenny Omega n'est pas plus bas, plus haut, plus bas, comme vous le voulez ou comme vous souhaitez, pour une simple raison. Pour moi, Kenny Omega manque de splendeur. Le Kenny Omega que j'ai connu à la New Japan, le Kenny Omega que j'aime, le Kenny Omega qui m'a fait fantasmer sur plein de matchs quand il a rejoint, quand on a eu ce projet autour de All Elite. Il est pas là, mais il va revenir, j'en suis persuadé. Et tout ce programme de fin d'année m'a fait dire que Kenny Omega ne pouvait pas être plus haut dans ce top, ne pouvait pas être dans le top, entre le top 10 et le top 17. Pour moi, il devait être plus vers le top 10 que le top 17 en tout cas, parce qu'il a fait une année quand même formidable. Si on regarde le match contre les Young Bucks avec Page, le match contre FTR avec Page, tout était réuni pour que Kenny Omega soit dans ce top 17. Kenny Omega a quand même fait une année super cool, même si sa splendeur n'était plus là. Son match contre Pac, on ne l'oublie pas, entre autres. Et tous ces match tags qu'il a fait avec Page, le Stomping match qui était vraiment très très cool, où Kenny Omega est très intéressant, cette storyline à double sens avec Page, où il part ensuite à la fin du match avec Moxley à Impact. Et là le turn est fait, et là ça devient intéressant, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ce sera positif, est-ce que ce sera négatif? En tout cas l'intérêt pour Kenny Omega est très très fort, et j'espère clairement le revoir dans mon top 17, dans mon top 18 du coup, pour mes 18 ans l'année prochaine. Top 11, AJ Styles. AJ Styles est pour moi un catcheur qui, depuis 5 ans, figure dans mon top 10 minimum. Et là, il est top 11, mais c'est pas grave. AJ Styles est quand même là parce que AJ Styles a quand même su nous offrir une année super cool. AJ Styles, c'est quoi? AJ Styles, c'est un des matchs contre Bryan, c'est une rivalité là de fin d'année contre McIntyre qui est très très chouette, des matchs très cool de la part de AJ Styles, on ne l'oublie pas, il a vraiment fait de super matchs. Il a fait bien sûr le programme avec Undertaker et Black en début d'année qui ont réussi aussi à mettre AJ Styles sur le devant de la scène, bien sûr, qui a aussi mis Black. Même si Black aujourd'hui on voit où il est, mais il a quand même exécuté le dernier match d'Undertaker. Et pour toute l'histoire, pour tout ce qu'il y a, pour ce premier cinématique match du catch américain, en tout cas de la VVE, c'est important de noter que AJ Styles a fait une super prestation, même si c'est Taker qui prend tout. On est d'accord, c'est Taker qui prend tout le spotlight. Bravo AJ Styles quand même pour cette année, et je suis très pressé de voir Drew McIntyre, AJ Styles. C'est aussi pour ça que c'est mon top catcher qui sort avant mon top des matchs, parce qu'il se peut que ce genre de match soit dans mon top qui arrivera fin décembre, début janvier. Donc voilà. On passe à mon top 10, et là c'est un coup de cœur avant tout. Elle est arrivée en début d'année, ou fin 2019, je ne sais plus trop, mais en tout cas elle est arrivée il y a à peu près un an. Elle s'appelle Shotzi Blackheart, et elle est pour moi la révélation de l'année. Elle incarne tout ce que les fans indie, les fans NXT cherchent aujourd'hui. Elle incarne la badass, elle est bonne in ring, elle est stylée. Elle est en plus de ça, que ça soit physiquement ou niveau gear, elle est très jolie. C'est important, elle a son entrée, elle a sa gimmick, elle a tout ce qu'il faut, Shotzi Blackheart. C'est total package pour Shotzi Blackheart. Et pour moi, elle ne pouvait pas être plus bas que mon top 10. Elle méritait ce top 10. Clairement, elle m'a donné des super frissons cette année. Que ça soit pour les promos de NXT TakeOver Halloween Havoc, pour les promos de NXT TakeOver Wargame,
pour son match contre Yoshirai, ce fameux match contre Yoshirai en pleine weekly qui est super. Ces matchs 3 contre 3 ou 2 contre 2 qu'elle a fait tout au long de l'année. Je pense au match Tegan Nox, Soulja Blackheart contre Raquel et Dakota Kai, je crois, en épisode de weekly où elle manque de se tuer, mais elle est là, elle fait le spot. C'est la Darby Allin de NXT, c'est la Darby Allin féminine de NXT. Elle est incroyable, elle dégage un charisme incroyable. Shotzi Blackheart est pour moi celle qui doit battre Yoshirai, soit elle, soit Toni Storm. C'est les deux pour moi qui doivent battre Yoshirai pour le titre NXT et personne d'autre. Bravo Shotzi Blackheart. Pour cette année, tu m'as vraiment bluffé. 9ème catcheuse, top 9. La 3ème catcheuse, si je ne me trompe pas, c'est Bayley. Pourquoi Bayley est aussi haut alors qu'elle devait être dans mon top 3 il y a de ça quelques mois? Je m'explique, cette fin d'année n'aide pas du tout. Et quand on regarde le ratio de bons matchs, le ratio des matchs ok, il y a plus de matchs ok que de super matchs, contrairement aux autres catcheuses qui sont là. In-ring, c'était pas le top. Storylinement parlant, elle a été incroyable. Elle a eu un personnage incroyable tout au long de l'année. Elle était détestable as fuck. Elle était incroyable avec Sasha Banks. Elle a tout fait. Pour moi, Bayley doit quand même avoir cette place dans ce top 10 parce que Bayley, elle a vraiment tout accompli. Malheureusement, cette fin d'année avec sa losing streak n'aide pas, même si j'ai l'impression de connaître à peu près ce qui va se passer. Grosse losing streak pour revenir face à Sasha Banks dans plusieurs mois. Bayley est là, par excellence cette année. Elle avait terminé son année 2019 avec beaucoup de mal. C'était très compliqué. Il est quand même en 2019, il faut le rappeler. Et elle a su se réinventer avec Sasha Banks à ses côtés. C'était incroyable. Merci Bayley pour cette année parce que tu m'as bluffé. Je pensais jamais te mettre dans mon top 10 parce que t'es pas une catcheuse qui de base j'affectionne. Donc vraiment bravo Bayley. Top 8, Drew McIntyre. Et là, je vais être un peu négatif parce que pour moi, il aurait dû être dans mon top 3. Je m'explique. Pour moi, Drew McIntyre, c'est pas lui le problème. Drew McIntyre a souffert de ce qu'on appelle le Covid. Après une victoire au Royal Rumble incroyable. Le moment de l'année. Ce Royal Rumble match est juste fantastique. Drew McIntyre a réussi à s'imposer comme le babyface de la compagnie. Sauf que malheureusement, Covid est arrivé. Et il a eu un match contre Lesnar à huis clos, à Mania 35. La foule n'était pas là pour chanter, la foule n'était pas là pour remercier Drew McIntyre de cette prestation, de ses 10 ans de carrière, de son innovation, parce que le mec s'est réinventé. Les fans n'étaient pas là et malheureusement ça a beaucoup souffert à Drew McIntyre. Et il a aussi souffert d'un autre problème qui sont les challengers. Personne n'était capable d'être le challenger que McIntyre devait avoir. Il a eu Rollins qui était pour le coup le seul vrai challenger. Puis il a eu Dolph Ziggler, puis il a eu Lashley. Puis il a eu Randy Orton et qui là est devenu aussi un vrai main eventer. Voilà, vraiment les deux vrais main eventers que Drew McIntyre a affronté, c'est Rollins qui est mid-carder main eventer et Randy Orton qui est quand même main eventer depuis très longtemps. Malheureusement, McIntyre n'a pas eu ces matchs références qu'on attendait tous. Moi voilà, j'en attendais des autres, des matchs références. J'attendais peut-être plus de 4 étoiles de la part de McIntyre qui est quand même un super bon catcheur. Mais on y croit, la rivalité avec Randy Orton a un peu duré, il a perdu son titre pour le reprendre et pour moi cette reprise de titre c'est peut-être le début du vrai run de McIntyre, le run qu'on attend tous. Ça commence avec AJ Styles, je pense qu'on peut pas mieux demander. Ça a commencé plus officiellement avec Roman Reigns mais le titre n'était pas en jeu, là le titre va être en jeu pour la première fois face à AJ Styles et pour moi c'est le moment de remettre à jour Drew McIntyre parce que son match contre Roman Reigns c'était vraiment excellent, il l'a mis au devant de la scène encore une fois. Pour moi Drew McIntyre devrait être plus haut et je suis persuadé que 2021 va être aussi son année. On passe à mon top 7 et mon top 7 c'est une femme, c'est la 4e femme et c'est, je pense, vous le savez tous, Asuka. C'est mon avant-dernière femme dans ce classement et c'est Asuka. Je l'ai trouvée incroyable tout au long de l'année. Elle a su me bluffer. Donc elle a pris la mallette Money in the Bank, tout par de là, elle a pris la mallette Money in the Bank lors de ce Money in the Bank très particulier. Sauf que le lendemain, Becky annonçait qu'elle était enceinte et qu'elle donnait par mérite
le titre à Asuka parce qu'elle avait la mallette. Moment incroyable, rempli d'émotions. Asuka nous avait divertis pendant tout le confinement en France. Vraiment, cette période de confinement où on était confinés, c'était Asuka qui nous divertissait pendant toute la période Covid. Elle continue de nous divertir. Elle est très intéressante. Avec Kairi Sane, ils ont vraiment créé quelque chose de très intéressant, que ce soit du côté tag ou du côté de championne principale. Avec Kairi Sane à ses abords, toute la rivalité Kairi Sane, Asuka contre Banks, Bayley était vraiment très chouette. C'était très très cool. Il y a eu des matchs qui étaient vraiment très bien. Elle a su rendre hommage à Kairi Sane comme il fallait après ce départ de Kairi Sane. Malheureusement, depuis SummerSlam, c'est compliqué. À SummerSlam, Asuka effectue un match contre Sasha Banks qui est très bien, mais peut-être un peu court. À Survivor Series, un autre match contre Sasha Banks qui est loin des deux premiers, qui est loin de celui d'Extreme Rules, loin dessus de SummerSlam, qui est très technique, qui est peu dans la démonstration comme ils avaient fait à Extreme Rules, où l'histoire qui a été racontée à Extreme Rules, c'était vraiment très très chouette. J'ai dit que c'était mon avant-dernière femme, pas du tout. Il y en a deux autres encore. C'est mon avant-dernière femme. Mais voilà, Asuka a créé quelque chose de superbe cette année. Elle a été divertissante et pour moi, elle méritait d'être dans ce top 17. Top 6, et mon top 6 a changé par rapport à la fin de l'année. Mon top 6, c'est Damien Priest. Damien Priest m'a totalement diverti, mais je me suis dit au début, il était genre top 4 ou top 5. Je me suis dit, je peux pas le mettre top 5. Il y a quelqu'un d'autre qui mérite largement plus cette place de top 5 que Damien Priest, le fameux top 6. Damien Priest a quand même fait une année surprenante. Il a commencé le début d'année avec un programme contre Kesley que j'ai trouvé détestable as fuck. J'ai pas du tout aimé ce programme. J'ai trouvé que ça matchait pas entre eux. J'ai trouvé que c'était très compliqué, que Damien Priest dégageait rien, qu'il était très... il ressemblait beaucoup à Punishment Martinez, quoi. Il avait pas énormément évolué. Puis il y a eu ce match contre Finn Balor qui l'a ressorti, qui l'a complètement ressorti des combles qu'il était. Et là, il s'est créé une vraie identité. Là, depuis NXT In Your House, c'est le Damien Priest que j'aime. Puis, il gagne le titre Nord-América dans un match qui est superbe. Il a un run de championnat América qui est vraiment très bien jusqu'à quand Johnny Gargano lui reprend à NXT Takeover, à NXT Halloween Havoc, pardon. Il le reprend, il a ce match contre Johnny Gargano NXT Takeover 31 qui est superbe. Damien Priest a un super run en tant que champion. Malheureusement, le titre est repris par Gargano. Il y a tout ce programme avec Leon Ruff. Là, le titre a été repris par Gargano quand Leon Ruff était champion ce dimanche. Malheureusement, Damien Priest, où va-t-il? C'est la question que je me pose. Pour moi, Damien Priest mériterait peut-être d'avoir ce titre Nord-América un peu plus longtemps, parce que je suis persuadé qu'il y a des matchs contre Timothy Thatcher, contre Kyle O'Reilly qui peut envoyer du très très lourd. Parce que Damien Priest est un bon catcheur malgré tout, même s'il a très souvent été fade, comme on l'a dit en Punishment Martinez, ou même avant en Damien Priest. Quand il a commencé à la WWE. Mais quand même bravo Damien Priest pour l'investissement que tu m'as fait, parce qu'au début c'était pas du tout gagné et je te détestais plus qu'autre chose. Mon top 5, on est un peu dans la même lignée. C'est un catcheur que de base me saoulait plus qu'autre chose. J'avais peur en début d'année avec son match contre Gargano. C'est Finn Balor. Finn Balor m'a beaucoup déçu en début d'année, en cette fin d'année 2019 et en ce début d'année 2020. Il m'a vraiment beaucoup déçu. J'étais là en mode ouais, Finn Balor, ça va être compliqué, il va falloir m'accrocher. Puis il y a eu NXT Takeover In Your House où il a pris le titre. Il n'a pas pris le titre, pardon, mais il a fait le match contre Damien Priest où il a tout explosé, où il a réussi à mettre un jeune en avant. Et c'était pour moi fantastique de le voir mettre en avant. Puis il y a eu ce match contre Timothy Thatcher qui pour ma part m'a pas plu, mais qui était là, on l'a compris, à NXT TakeOver 30. Puis il y a eu cette blessure de Karrion Kross qui avait pris le titre à Kesley, qui a engendré un Fatal 4-Way à Iron Man match qui est très très bon, qui sera pas dans mon top pour quelques problèmes, mais qui est quand même très 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 bon. Et il se termine... Égalité Finn Balor, Adam Cole. On nous annonce la semaine prochaine il y aura un Finn Balor contre Adam Cole qui a eu lieu. Et quel match, vraiment encore une claque que j'ai pris là. Et Finn Balor avait été excellent dans ce match. Finn Balor a un règne de champion NXT
très très cool. On retrouve le Finn Balor de Prince. On rappelle aussi cette rivalité avec Velveteen Dream qui était quand même très très compliquée. Quand celui-ci est parti, quand celui-ci est revenu, c'est vraiment les points noirs de Finn Balor, mais il a quand même réussi à se réinventer quelque chose, à revenir au devant de la scène avec ce titre et son match contre Kyle O'Reilly. Je pense qu'il n'y a aucun moyen de ne pas mettre en avant ce match contre Kyle O'Reilly qui est pour moi un des matchs de l'année où ça tape, où malheureusement il souffre de 2 blessures, je crois, une mâchoire pétée plus une autre blessure comme une côte fêlée ou quelque chose comme ça. Malheureusement, mais Finn Balor, on y croit et je suis persuadé qu'il est capable de nous montrer encore qu'il a du talent. Maintenant, il faut qu'il se bouge et qu'il n'est pas là en vacances, ce qui était pour moi le cas en début d'année. Top 4, Io Shirai. Et là, c'est vraiment l'avant-dernière catcheuse, c'est Io Shirai. Quelle année pour Io Shirai. Elle était largement plus haut il y a quelques semaines, mais quelle année pour Io Shirai. Elle a montré qu'on pouvait être une meuf du Joshi et pourtant se retrouver dans un top comme celui-ci où je suis loin d'être fan du Joshi. Sauf que pour moi, Io Shirai est l'exemple parfait de la meuf du Joshi qui a réussi à s'américaniser. On en parle dans la review avec Fab, la review d'NXT TakeOver Wargame. On en parle parce que pour moi Io Shirai c'est vraiment quelque chose de très spécial cette année. Elle a réussi l'année dernière et cette année à se recréer quelque chose, vraiment une personnalité. Elle a réussi à se créer un univers autour d'elle, loin du Joshi, loin des meufs qui se ressemblent extrêmement. Je sais qu'il y a beaucoup de fans du Joshi qui peuvent nous écouter, mais moi le Joshi c'est quelque chose dont j'ai beaucoup de mal parce que c'est des meufs qui se ressemblent généralement pour la plupart. Il y a cette culture au Japon qui est très spéciale, des filles maigres, des filles petites, qui forcément moi m'attirent moins parce que j'ai pas cette culture là du tout. Asuka a réussi à s'exporter du Joshi en Amérique avec cette gimmick et ça marche extrêmement bien. Ce que Kairi Sane n'avait pas réussi. Kairi Sane c'était vraiment la petite meuf du Joshi qui arrivait. Et j'ai peur que ça fasse pareil pour Sari. J'attends de voir pour Sari, mais j'ai peur que ça fasse un peu pareil. Là, Io Shirai, je me suis dit ça au tout début. Puis il y a eu ce turn qui l'a vraiment redonné goût. Et encore, il y a eu ce match contre Candice LeRae l'année dernière à Toronto qui n'était pas forcément. Pour moi, pour moi, Io Shirai n'avait pas encore trouvé sa patte. Elle n'avait pas encore trouvé vraiment sa patte. Américaine, vous voyez, parce que c'est important quand on est dans un produit américain d'avoir cette patte américaine. Et pour moi, Io Shirai, il ne l'avait pas encore. Et elle a réussi à l'avoir cette année en devenant championne. Elle devient championne. Et à partir de là, pour moi, elle a réussi à s'américaniser correctement. Des matchs contre Shotzi, des matchs contre Tegan Nox, des matchs contre Dakota Kai, des matchs contre Rhea Ripley, des matchs contre tout le monde. Elle a fait pareil ce Wargame où elle brille dans ce Wargame pour ses spots, elle brille pour plein de choses, elle est divertissante, elle est jolie à regarder, elle fait des moves incroyables, c'est propre, c'est toujours propre. Mon reproche sur le Wargame féminin, c'est qu'il est très brouillon, je trouve, mais elle, c'est joli, c'est propre, c'est très carré. Et pour moi, Io Shirai est vraiment une des toutes meilleures au monde, sincèrement, parce qu'elle a réussi à créer quelque chose, à s'américaniser correctement, alors qu'elle venait du Joshi, surtout de la Stardom, qui est très, comme je vous l'ai dit, petite, mince. Voilà, on est très là-dessus, on est très sur le cliché, mais c'est malheureusement un fait. C'est la culture japonaise qui est comme ça. Et moi, j'ai vraiment pris du plaisir à apprécier Io Shirai cette année, qui mérite ce top 4 sans problème. Avant de passer à mon top 3, on repasse aux mentions honorables. Et les 3 mentions honorables que j'ai gardées sont simples. C'est Adam Cole pour la première mention honorable. Adam Cole a créé quelque chose de très cool cette année. Malheureusement, il s'est vite fait dépasser par Kyle O'Reilly pour être le chef d'Undisputed Era. Pour moi, je trouve que Kyle O'Reilly a vraiment pris sa place à Adam Cole. Mais Adam Cole mérite quand même d'être dans ses mentions honorables pour cette année. Pour le match contre McAfee, pour le match contre Kesley, pour ce début d'année malgré CM Punk qui était très compliqué. Voilà, c'est pas le Adam Cole de 2019. C'est surtout ce point qu'on doit insister, c'est que c'est pas le Adam Cole de 2019 et c'est dommage, mais ça reste Adam Cole. Il l'a encore prouvé lors du Wargame, il est super, il est divertissant, il est bon in-ring, il est vraiment incroyable ce Adam Cole. Et pour moi, on ne peut pas passer en 2021 d'un match entre Adam Cole et Kyle O'Reilly. Pour moi, c'est impensable. J'espère vraiment que cela arrivera. Une autre mention honorable, c'est Jon Moxley. Pour moi, Jon Moxley a fait une année très compliquée. Il a un peu les mêmes problèmes que Drew McIntyre. Il prend le titre face à Jericho dans un match ok, dans un moment surtout très beau. Malheureusement derrière ça suit pas. Il enchaîne les Brody Lee qui vient juste d'être construit. Il enchaîne les Eddie Kingston que personne ne voyait là au main event. À part NJF,
Moi j'adore le match contre Brody Lee, mais Brody Lee n'avait pas du tout sa place. À part MJF, qui avait vraiment sa place pour être challenger, j'en oublie peut-être, mais qui avait vraiment cette place d'être challenger de Moxley, je sais pas. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que Moxley manque de challenger, et malheureusement cette perte de titre aussi rapidement, aussi facilement en weekly spécial, ok, mais en weekly de All Elite Dynamite, pour moi m'a beaucoup dérangé. Le règne de Moxley est un règne qui me dérange. Moxley n'est pas le meilleur catcheur au monde. En plus de ça, c'est Mister 3, 3,5, 3,75 et aller un 4 s'il veut, mais très rarement. Et pour moi ça me dérange aussi parce que Moxley est un peu survendu comme une star in-ring incroyable. Et moi ça me dérange parce que par les fans, bien sûr, survendu par les fans comme waouh, Moxley incroyable. Pour moi, il est incroyable que quand il y a des objets, et malheureusement, il n'y en a pas toujours, et c'est peut-être ça le problème. On lui souhaite bien sûr quand même félicitations et bon courage. Bon courage non, mais félicitations quand même pour l'enfant qu'il va avoir avec Renee Young. Donc voilà, Moxley c'est quand même un vrai personnage, il a vraiment quelque chose, il a vraiment une aura. Maintenant Moxley, il faut vraiment pour moi trouver un truc à All Elite parce que pour l'instant, j'ai beaucoup de mal avec Moxley à All Elite. Et ma dernière mention honorable plutôt, c'est une femme, c'est Charlotte Flair. Malgré le peu d'absence pour moi, malgré beaucoup d'absence pour moi cette année à cause entre autres d'une blessure au sein par rapport à ses implants mammaires si je me trompe pas, où elle a dû se faire opérer. Pour moi Charlotte a quand même été une pilier de l'année. Le Royal Rumble, son match contre Rhea Ripley, cette storyline avec Rhea Ripley qui était très chouette, puis cette ceinture de NXT qui passait, ok c'était chiant, d'Euro à SmackDown de NXT, elle était à tous les shows, mais à chaque fois elle offrait des matchs superbes. Il y a un champion contre champion entre Bayley et Sasha Banks à SmackDown qui est super chouette. Un de mes matchs préférés féminins clairement de Bayley, mon match préféré de Bayley je pense cette année, il est vraiment superbe. Une Bayley très compétitive, une Charlotte aussi, et pour moi Charlotte reste la meilleure catcheuse du monde à l'heure actuelle parce que c'est Total Package, parce que c'est la plus grande référence dans le monde féminin actuellement. Je connais personne qui a une aussi grosse popularité, un aussi gros package niveau mic, niveau in-ring. Pour moi Charlotte, et je ferai une vidéo là-dessus. N'oubliez pas qu'il y a l'histoire d'un rebut qui continuera en janvier. Et il y a l'histoire d'un rebut qui est prévu sur Charlotte Flair. Il y en a un qui est complètement prévu sur Charlotte Flair parce que c'est ma catcheuse préférée. Parce que c'est pour moi la meilleure catcheuse ever, limite en ce moment. Moi je suis arrivé à ce point où Charlotte Flair pour moi c'est une déesse. Mais bien sûr je dois expliquer mon avis. Je comprends que c'est pas l'avis de tout le monde. Et je l'expliquerai lors de cette vidéo qui sera totalement subjective mais très intéressante. Donc voilà. Mais Charlotte Flair pour moi méritait cette place de mention honorable. On passe au top 3 et mon top 3 c'est Roman Reigns. Roman Reigns, malgré un début d'année très compliqué, un programme contre Goldberg qui était très très mauvais, avec Goldberg qui prend le titre sur Dauphine et Reigns qui dit oh je fais des spires toi aussi, allez on s'affronte. Et fin de compte match qui n'a pas eu lieu, remplacé par Strowman. Vraiment pour moi c'était un début d'année catastrophique. Puis est arrivé SummerSlam parce que Roman Reigns a pris du temps à cause du Covid, parce que étant j'allais dire client, non du tout, étant un ancien patient de la leucémie, étant un ancien malade de la leucémie, Roman Reigns voulait pas prendre de risques avec le Covid et je comprends totalement, et il a décidé de prendre un peu de recul, puis est revenu à SummerSlam et il est revenu en tant que heel. Il est revenu. Puis il y a eu Paul Heyman qui est arrivé, puis il y a eu cette story avec les Usos, puis il y a eu tout ce qui s'est passé depuis, puis il y a eu son match contre Roman Reigns. En fait, puis il y a eu son match contre Drew McIntyre, pardon. En fait, Roman est devenu le plus gros heel du monde du catch actuellement. Pour moi, c'est le plus gros heel. Il est juste incroyable dans tout ce qu'il fait. Il montre vraiment qu'il est la top star de SmackDown. Et j'ai jamais eu un match qui m'a fait cet effet-là. Depuis que je regarde le catch, depuis 6 ans, entre Roman Reigns et Drew McIntyre, c'était deux stars. C'était deux main eventers qui s'affrontaient. Et pour moi, c'était vraiment un choc. On le sentait. Pour moi, comme à l'instar des matchs de 2002. 2003 où quand il y avait un Undertaker Hogan, même si le match était nul, il y avait ce truc de star power. Là on l'a retrouvé. Roman Reigns ou McIntyre, c'était une affiche qu'on devra avoir en main event de Mania un jour, parce que vraiment ça puait vraiment la star power. Et ça m'avait fait très longtemps que j'avais pas ressenti ça en replay. J'avais juste ressenti ça en replay et jamais en live depuis 2014. Donc bravo les gars, vous m'avez totalement bluffé. Bravo Reigns.
Top 2 et mon top masculin. Préparez-vous, ça peut peut-être vous surprendre, j'en parle, j'en ai parlé de lui plusieurs fois, quand j'ai parlé de Finn Balor, quand j'ai parlé d'Adam Cole. Kyle O'Reilly est mon top 2 et mon top 1 masculin si on met sur le masculin. Kyle O'Reilly est pour moi le meilleur catcheur de l'année. C'est totalement subjectif, je vous l'accorde, mais Kyle O'Reilly m'a transmis des choses. Je l'ai dit sur Twitter il n'y a pas longtemps, pour moi Kyle O'Reilly est un catcheur incroyable. Il a une gueule, il a un physique, il a un style, il a tout ce qui me plaît. Il a tout pour me plaire. Et pour moi, on ne peut pas passer à côté de Kyle O'Reilly, main eventer à NXT. C'est impossible de passer à côté de Kyle O'Reilly. Il a quelque chose. Il peut être babyface, il peut être heel, il peut être marrant, il peut être divertissant, il peut être bon. Son match contre Finn Balor a prouvé qu'il avait les épaules d'être en main event de NXT. Pour moi, Kyle O'Reilly a tout ce qu'il faut. Et ça serait con de passer à côté. Parce que là, il est en train de devenir le numéro 1 d'Undisputed Era à côté de Adam Cole. Et ça peut extrêmement jouer sur ça. Et pour moi, Kyle O'Reilly et Adam Cole, c'est un match qu'on doit avoir en 2021. C'est une storyline qu'on doit avoir en 2021. Il y a déjà eu à ROH. Et waouh, que c'était un putain de plaisir. Kyle O'Reilly est pas seulement un catcheur tag. Kyle O'Reilly est un catcheur incroyable qui mérite, mais tellement cette place de top 1 pour moi. Kyle O'Reilly, je t'aime. Kyle O'Reilly, t'es sûrement mon catcheur préféré à l'heure d'aujourd'hui avec Pete Dunne. Pas ever, mais à l'heure d'aujourd'hui avec Pete Dunne, t'es sûrement mon catcheur préféré. Il y a Brian pas très loin parce que Brian, je le trouve incroyable. Mais Kyle O'Reilly, merci pour cette année. Merci pour ton match contre Finn Balor. Merci pour tout ça, malgré cette période où Kyle O'Reilly étant atteint de comment on appelle ça, de diabète, il est pas venu. Malgré ça, il a su revenir. Il a su se créer quelque chose pendant le Wargame. C'est Kyle O'Reilly qui brille. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Kyle O'Reilly. Vraiment, Kyle O'Reilly, cette année 2021 peut être son année. Je suis sûr qu'il peut rivaliser aux côtés des Adam Cole, aux côtés des Pete Dunne, aux côtés de tout ce que vous voulez niveau catcheur, main eventer de NXT. Pour moi, Kyle O'Reilly aurait dû prendre le titre à Baylor en limite. J'y vais carrément jusqu'à là. C'était incroyable. Kyle O'Reilly, je t'aime. Je dois vous le dire, je l'aime. Sincèrement. Et pour mon top 1, après 40 minutes de vidéo, mon top 1, c'est Sasha Banks. Waouh, quelle année pour The Boss. The Boss a montré que son passage du côté de chez Meiko Satomura au Japon l'a tellement aidé en 2019. Elle est revenue à Clash of Champions face à Becky Lynch. Le lendemain de SummerSlam, mais pour son premier gros match à Clash of Champions face à Becky Lynch. Et direct, elle avait prouvé qu'elle était revenue, qu'elle était devenue la boss du catch américain. Elle y était il y a quelques années, en 2015, quand elle surplombait tout le catch féminin avec NXT. Elle surplombait tout. Là, elle est redevenue ce qu'on aimait. Elle est devenue heel. Elle a rejoint Bayley. Elle a fait quelque chose d'incroyable en tant que heel, en tant que souffre-douleur de Bayley. Elle était vraiment à côté de Bayley et c'est elle qui prenait tout. Pour moi, elle m'offre un de mes meilleurs matchs de l'année face à Asuka lors de Extreme Rules. Ce match est incroyable. Même si le booking de fin est désastreux, le match est incroyable. Sasha Banks, vraiment. En plus, il y a un match en début d'année, je crois. Elle a un match en début d'année. Non, c'est Asuka qui a un match contre Lynch. Mais elle fait quoi, Banks? Elle fait le Rumble, je crois. Elle fait le Rumble ou... Enfin bref, Banks est incroyable. Malgré, voilà, cette année compliquée, elle a su être divertissante avec Bayley. Et pour moi, il n'y avait personne d'autre qui méritait ce top 1 que Sasha Banks. Elle a été incroyable. Elle est sûrement aujourd'hui avec Charlotte Flair, ma catcheuse préférée, celle que je préfère voir. Malgré cette fin d'année compliquée, même sa storyline contre Carmella qui est assez vite, me plaît, me donne envie. Parce que je suis persuadé que Sasha Banks peut être une très bonne élément pour accompagner Carmella, pour accompagner n'importe qui. En plus, avec une catcheuse in-ring super, elle est jolie, dans le sens son gear est très chouette. Moi, je la trouve méga stylée. Sasha Banks, ses cheveux de couleur, ça rajoute quelque chose. Elle a une gueule de catcheuse. Elle est méga créative. Il suffit de voir le Hell in a Cell qu'elle a fait où elle invente spot sur spot. Et ça, à chaque fois qu'elle fait Hell in a Cell, elle invente des spots super chouettes. Pour moi, Sasha Banks mérite cette place de top 1. Merci pour cette année, c'était vraiment excellent. Merci au catch féminin, parce que Sasha Banks pour moi surpasse tout le monde cette année et de très loin. Donc voilà pour mon top 17. Merci d'avoir suivi ce long top 17. On se retrouve dans un peu moins d'une semaine pour Defend French Wrestling Slammy Award tous les lundis pour
pour Romania. Voilà, on se retrouve tout le temps. Vous avez la vidéo de jeudi avec Fab où on donne notre avis sur NXT TakeOver Wargame. Il y a bientôt Chelsea qui arrive. Voilà, il faut suivre les rebuts. On a plein de choses qui arrivent. On va vraiment vous faire plaisir. Mon top 17 et le top 30 mon top 17 de mes matchs de l'année, le top 30 des catcheurs de l'année de Cody arrive très rapidement. Comme je vous ai dit, l'histoire d'un rebut va arriver très rapidement avec peut-être le nom, l'épisode qui est prévu de base risque de changer un peu, mais ça va vraiment être différent. Je vous prévois de grosses vidéos. Merci de nous suivre. Merci, vous pouvez encore vous abonner. Vous pouvez souscrire à un abonnement payant si vous le souhaitez aussi. Merci pour tout. On se retrouve jeudi, on se retrouve lundi, on se retrouve tout le temps chez les rebuts du catch. Comme on dit chez nous, bonsaï. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Allez, bye.